à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour notre 6e CQFR, celui du samedi, le format un peu spécial, le ce à quoi il fallait répondre. Je suis rejoint par Shai, mais aussi par Théo qui est là en off. Théo qui va nous poser vos questions. Voilà, je vous rappelle, toute la semaine, vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Théo les regarde, les sélectionne, les analyse, les décrypte. Il ne nous les balance pas. Et du coup, on va les découvrir en direct et on va essayer d'y répondre avec Shai. Théo, je te laisse la parole. Ouais, bah une fois de plus, merci à vous, parce qu'il y avait plein de questions hyper pertinentes dans des styles très différents, donc je pense que Chay et Antoine vont pouvoir se régaler. Pour commencer, j'ai deux questions, une de Tino, une d'Étienne, qui concernent les Grizzlies, qui est l'équipe qui a fait un peu le buzz forcément cette semaine avec le retour de Ja. Je vais commencer par la question de Tino. Alors c'est une question en trois parties, au sujet du retour de Ja Morant. À court terme, combien de victoires est-ce que vous voyez sur ces 10 premiers matchs? Changement immédiat de l'équipe ou progressif, sachant que voilà, les Grizzlies ont gagné les deux premiers matchs après le retour de Ja Morant. À moyen terme, avec le retard pris, est-ce que ça joue les playoffs ou est-ce que mieux vaut tanker directement? Et sur le long terme, Ja a-t-il ce qu'il faut dans la tête, car dans les mains on sait déjà qu'il a tout, ou sera-t-il l'un des plus grands what-if de la NBA? Waouh, ouais, c'est une large question sur des sujets intéressants, effectivement. Et je vais, en tant que défenseur des Grizzlies depuis des mois, voire des années maintenant, contre vents et marées, je vais commencer par y répondre. Alors, il faut savoir qu'à l'heure de cet enregistrement, les Grizzlies ont gagné leur deuxième match de suite. Donc, désolé si si au moment où vous écoutez ça, ils sont repartis en cacahuète ou que Ja Morant a déjà été resuspendu. Je pense que ce ne sera pas le cas. Mais moi, je suis très optimiste, plus sur le moyen et le long terme que sur le court terme. Mais sur le court terme, pour commencer par là, je pense qu'ils vont réussir un très beau run et je pense que la qualification pour le play-in est toujours envisageable. Ça me semble très possible. Sur ce qu'on a vu sur ces deux matchs, pour le moment avec Ja Morant, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de la part des autres, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de sa part. Je pense que ça ne va aller qu'en s'améliorant. C'est une équipe qui va être plus difficile les adversaires vont avoir plus de mal à se préparer pour cette équipe, parce qu'avant, tu limitais Desmond Bane et Jaren Jackson Jr., et le travail était accompli entre les autres absents, les départs et tout ça. Avec Ja Morant, ça change quand même la donne. Donc, en étant très optimiste, je vais dire qu'ils vont viser le play-in, qu'ils n'ont pas intérêt à tanker. Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt. Et à moyen et long terme, je suis très optimiste. Je pense qu'ils sont capables de reprendre leur marche vers les sommets de l'Ouest, on va dire. Ils étaient quand même pas si loin d'être. C'était une des meilleures équipes de l'Ouest. Hein. C'est pas exagéré de dire ça. Et sur le très long terme, voilà, rester dans cette catégorie de contenders ou d'aspirants. Je ne sais pas si on peut les mettre dans les contenders ou les outsiders. C'est toujours. Il y a un très petit nombre. Les Grizzlies ne sont pas identifiés comme un vainqueur potentiel à chaque fois, hein, même sous leur meilleure version l'année dernière. Donc voilà pour moi. Et puis pour finir peut-être juste sur Ja Morant globalement, c'est plus un vœu qu'un vrai pronostic, mais moi je souhaite qu'il redevienne le franchise player inspirant et qui avait l'air mature en tout cas avant ces petits débordements et qui est capable de faire de cette équipe tout ce que je viens de dire jusque-là. Donc c'est mon point, c'est mon vœu optimiste. Voilà. Mais moi, je partage globalement ton avis, Shai. Même si souvent je me moque de toi sur Memphis, je suis assez d'accord avec toi. Je pense même que pour le play-in, au final, tu as raison. Je le reconnais pourtant. Alors, je suis pas convaincu qu'ils vont y aller, Mhm. mais je pense que tu as raison de dire que c'est possible. Genre que c'est vraiment possible, pas juste, ouais, c'est une possibilité comme, ouais, dans la vie, tu peux marcher et il y a un arbre qui te tombe dessus. On parle vraiment d'une possibilité à peu près crédible. Euh, j'ai l'impression, ce qui m'a marqué avec le retour de Ja Morant, c'est à quel point ça a changé l'âme de l'équipe. Genre vraiment, on a l'impression que c'est plus tous les mêmes gars, quoi. C'est Ouais. vraiment leur leader, c'est leur gars, quoi. C'est Ja Morant, il a cette influence auprès de son groupe parce qu'il y a une vraie modification. Je pense qu'ils sont capables de gagner 4 ou 5 matchs de suite. Je serais pas surpris qu'ils fassent une petite série, tu vois, un peu sur l'euphorie. Après, je continue de penser que l'effectif, globalement, quand même, il manque un peu de talent. Je trouve que la perte de Tyus Jones, la perte de Dylan Brooks. Alors, Jaren Jackson Jr. joue beaucoup mieux maintenant qu'il y a Morant à ses côtés, en tout cas pour l'instant. Desmond Bane est bon. Il y a des bons joueurs. En fait, il y a quelques bons joueurs, mais je trouve que dans l'ensemble, quand même, ça manque de talent si on regarde bien l'effectif avec les blessures de Brandon Clark, de Steven Adams, plus les départs. Il y a quand même 4 joueurs qui sont des vrais joueurs NBA qui sont plus dans ta rotation. Donc oui, il y a d'autres gars corrects, mais je trouve que par rapport à d'autres équipes,
Je regarde l'effectif des Warriors, des Lakers, je cite pour des équipes qui ne marchent pas très bien, mais qui sont en concurrence avec les Grizzlies pour le play-in, ou même celui des Pelicans. Je préfère quand même ces effectifs-là que celui des Grizzlies, mais je pense qu'il y a vraiment une place sur un run d'aller chercher le play-in, et après, pourquoi pas. Par contre, bon, ils ont encore pas mal de retard. Pour le moyen terme, comme Shai, je pense que c'est une équipe il y a quand même un noyau dur jeune intéressant. Il y a Morant qui est une superstar, qui est amené à être un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Donc, tu as une équipe qui est tout à fait capable de redevenir une des meilleures de l'Ouest, surtout si elle fait des bons choix autour. Il peut y avoir une construction qui se fait autour. Ils ont encore le temps avec Morant, Bane et Jackson Jr. Donc avec les bons choix, cette équipe peut clairement être intéressante à l'Ouest. Après, il faut voir ce que va faire leur front office. On verra ce que ça donne. Et tu peux me reposer exactement ce qu'il disait sur Morant pour ce qu'il a dans la tête? C'était par rapport à quoi? Alors, c'était sur le long terme. Tino disait, demandait, Ja a-t-il ce qu'il faut là-haut, entre parenthèses, car dans la tête, car dans les mains, on sait déjà qu'il a tout, ou sera-t-il l'un des plus grands what if de la NBA? Je pense que ça ne sera pas vraiment un what if, parce qu'en fait, tu peux... Quand les joueurs débarquent en NBA, tout le monde ressemble à une superstar et on est très tenté de se dire lui, il va prendre le contrôle de la ligue. Mais en vérité, des mecs qui prennent le contrôle complètement de la NBA, il y en a très peu. Il y en a un par génération, des fois deux par génération. Je pense que Ja Morant ne sera jamais le meilleur joueur de la planète pour ce qu'il a dans la tête, pour sa défense, pour son gabarit, pour son physique, pour certaines lacunes de son jeu, peut-être pour son tir, même si ce n'est pas le plus maladroit. Par contre, ça peut être une version plus forte de John Wall, ça peut être une version en meilleure santé de Derrick Rose. Alors, Derrick Rose a quand même été MVP. Je ne sais pas si Morant sera MVP, mais peut-être qu'il sera dans la course à un moment. Ça sera une superstar. Je pense que ça sera une superstar et ça sera un franchise player et ça sera un joueur qui aura des campagnes de playoff intéressantes, incroyables, héroïques. Je ne pense pas que ça sera un joueur qui gagnera un titre un jour en tant que première option. Ça m'étonnerait grandement. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Oui, en partie ce qu'il a dans la tête. Après, on verra, il peut mûrir, mais depuis le début, avant même qu'il ait dinguerie, je me souviens, je disais toujours non, mais lui, et je dis la même chose pour Anthony Edwards, j'en profite. Des fois, leur attitude, même si ça me plaît aussi, il y a des trucs où je me dis non, en fait, c'est un mec comme LeBron. Tu vois, je prends l'exemple des plus grands de l'histoire et je me dis non, mais ces mecs-là, ils auraient jamais fait ça en fait. Tu vois, ils auraient capté que ça, c'est pas possible. Après, voilà, c'est un peu flou, peut-être ça, mon raisonnement, mais de toute façon, c'est du subjectif et de l'instinct quand on parle de la personnalité d'une personne. On les connaît pas vraiment, ces gars-là. Et je pense que son gabarit va poser des limites à un moment, son tir posera des limites à un moment, sa défense posera des limites à un moment. Il y aura un ensemble de choses qui fait que je le vois jamais gagner vraiment un titre en tant que première option. Mais sur le long terme, je pense que ça sera c'est une superstar et ça restera encore longtemps une superstar dans cette ligue. Parfait, je vais enchaîner avec la deuxième question qui concerne les Grizzlies, une question envoyée par Étienne. Étienne qui nous dit, donc l'année dernière, Jaren Jackson Jr. était meilleur défenseur de la ligue, il en est loin cette année. Est-ce que ce n'est pas la défense d'un Dillon Brooks qui lui permettait de prendre autant la lumière? L'année dernière également, les Grizzlies étaient toujours bons quand ils jouaient sans Ja, ce qui n'est pas le cas cette année. Est-ce que ce n'était pas Dillon Brooks, là aussi, qui tenait la baraque? Il précise, je n'ai jamais aimé ce joueur car je l'ai toujours vu sous l'aspect du vilain, entre guillemets à l'américaine, mais quand je vois la Coupe du Monde qu'il a faite et les déboires du début de saison minable des Grizzlies, je me pose des questions. Moi, j'ai toujours dit que Dillon Brooks était intéressant comme joueur au-delà de tout ce qu'il montrait en dehors, de ce côté provocateur qui est parfois insupportable. Donc oui, même quand il a signé son contrat avec Houston, je pensais déjà que c'était une perte, que lui avait signé un contrat pas si gros que ça, pas si scandaleux que ça comparé à ce qu'on avait dit. Et évidemment qu'il apportait aussi ça, ses qualités défensives, et qu'un joueur comme Jaren Jackson Jr., et d'ailleurs tous les joueurs qui ont été élus meilleurs défenseurs de l'année, ils tirent aussi profit d'une défense collective. C'est rarement des super défenseurs isolés qui vont être élus et qui profitent jamais d'une bonne défense collective. Et pour Dillon Brooks, oui, il était important pour tout le monde, pour Morant, parce qu'il y a aussi le fait qu'il détourne aussi l'attention parfois. Toutes ces singeries là, c'est aussi que ça détourne l'attention. Il y a des coachs parfois qui tiennent ce rôle-là, qui veulent détourner l'attention et enlever de la pression à leurs joueurs. Et il y a des joueurs qui arrivent à détourner l'attention et enlever de la pression à leurs coéquipiers. Dillon Brooks faisait ça, tout en étant par exemple un meilleur basketteur que Patrick Beverley, qui a ses qualités. C'est un défenseur tenace, un mec qui a de l'expérience.
Mais pour moi, Dylan Brooks est infiniment meilleur au basket qu'un Beverly, par exemple. Donc, il a lui, tant qu'il arrive quand il arrive à vraiment trouver le bon dosage entre ce grain de folie et les qualités de basketteur, il sera très fort. Il a été fort un moment à Memphis. C'était un peu moins pertinent. Le dosage était moins bon sur la fin. Donc, sa présence était peut-être moins précieuse. Mais oui, moi, je suis d'accord. Il a été important pour tout le monde et notamment pour Jaren Jackson Jr. Moi, je dirais que déjà, le trophée de meilleur défenseur de l'année, c'est peut-être le plus dur à décerner. Parce que la défense, ça ne se quantifie pas toujours, même si on a de plus en plus de stats avancées, etc. Au final, si tu défends bien, tu n'as pas besoin de faire un contre ou une interception souvent. Donc, c'est un peu spécial. Les médias, ce sont les médias qui votent pour le trophée, hein, donc comme nous, des journalistes, et tous n'ont pas forcément le recul basket. Voilà, c'est un trophée qui a beaucoup fait discuter. Hein, je me souviens quand Marc Gasol l'a eu, c'était aussi très contesté. C'est toujours très spécial. Moi, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs attaquants de la ligue, c'est des extérieurs. Et par définition, tu as intérêt à avoir d'abord un gros stopper extérieur. Et donc, du coup, forcément, Dylan Brooks avait un vrai impact sur la défense. Après, Shai, il a très bien dit, la défense, c'est quelque chose de collectif. Jaren Jackson Jaren Jackson Jr. est un bon joueur de basket. C'est aussi un très bon défenseur. J'ai l'impression aussi que dans la volonté de donner des trophées, des fois, on récompense aussi une franchise. Voilà, les Grizzlies ont fait une très belle saison. C'est la deuxième de suite. On veut récompenser. Qu'est-ce qu'on donne? Ok, bah tiens, c'est la meilleure défense. On va donner à celui qu'on estime être le meilleur défenseur de la meilleure défense. Voilà, il y a un peu tous ces trucs-là. Je dirais que c'est pas que Dylan Brooks du coup qui avantageait Jaren Jackson Jr. C'est un ensemble de choses qui a fait qu'il a pris un trophée. Je pense pas qu'il soit moins bon aujourd'hui en défense que par le passé, mais oui, forcément, il est un peu plus exposé. Si tu as plus de brèches à combler, ça devient plus difficile. Après, moi, j'ai jamais trouvé que Jaren Jackson Jr. était par exemple un défenseur du niveau de Anthony Davis ou même Bam Adebayo. J'ai l'impression que ces mecs, ou Draymond Green, j'ai l'impression qu'il y a quand même des mecs meilleurs que lui défensivement, même sur les intérieurs. Et je continue de le dire. Moi, je trouve que les Drew Holiday, les Marcus Smart, et tous ces gars-là, ils devraient, tu vois, plus souvent être en mesure de prendre un trophée de meilleur défenseur. Après, pour l'équipe qui jouait mieux sans Ja Morant, je dirais que c'était un peu différent parce que déjà, ils étaient déjà dans une dynamique plutôt positive à chaque fois. Du fait qu'il y ait Ja Morant, c'était déjà une équipe qui était en pleine confiance, qui gagne 50 matchs, qui a commencé la saison avec sa star. Et puis, ok, il se blesse, mais tu sais, ok, bon, dans une semaine, il est peut-être de retour. C'est pas pareil de jouer 3-4 matchs sans Ja Morant que d'en jouer 25. Les Grizzlies, quand ils ont joué sans Ja Morant en playoff, c'était très, très, très compliqué. Et surtout, il y avait d'autres joueurs parce qu'il y avait effectivement Dylan Brooks, mais il y avait aussi Tyus Jones pour assurer la main. Il y avait quelqu'un qui vraiment te faisait jouer correctement au basket. J'aime beaucoup Derrick Rose. C'est un de mes joueurs préférés. C'est un mec très expérimenté, mais il ne peut pas aujourd'hui être un meneur titulaire de la même manière que Tyus Jones, qui a tout un style pour alimenter et pour créer une attaque, en fait. Là où les Grizzlies, pardon, lapsus. Les Grizzlies sans Ja Morant en attaque, ça ressemble à rien. On l'a vu, c'est absolument catastrophique. Il y a Gigi, Triple G et Desmond Bane ont fait quelques cartons, mais sinon, ça ressemble à rien. Il n'y avait pas de style, pas de patte, quoi. Et bon, du coup, moi, je dirais que c'est pas tout sur Dylan Brooks. Par contre, après, tout ce qu'a dit Shai sur Dylan Brooks, c'est aussi très valable. Mais Tyus Jones était le meilleur meneur backup de la ligue. Hein. L'année dernière, Ouais. on a beaucoup vanté ses mérites. Il avait un impact assez incroyable quand il était titulaire. Même bon, après, quand il entrait dans les matchs, il était précieux. Mais quand il était titulaire et qu'il fallait prendre la place de Morant, c'était hyper efficace au pourcentage. Il y avait beaucoup de passes, très très peu de pertes de balles. Comme vous savez que j'aime bien ça. Donc ouais, il manque beaucoup. Ouais. Allez, j'enchaîne avec une autre question qui concerne la conférence Ouest. Question envoyée par Stéphane qui nous dit « En sachant que pour le moment les Warriors sont 11e à l'Ouest et qu'ils souhaitent bien entendu atteindre au minimum le play-in, quelle équipe va faire la bascule inverse? Je trouve que ça va être chaud patate. Houston qui dégringole, point d'interrogation, une autre déception. En gros, quelle équipe, si les Warriors devaient accéder au play-in et au play-off, enfin, quelle équipe vous verriez sortir à l'Ouest du classement? Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que du coup, là, moi j'étais en train de dire ouais, les Grizzlies ils peuvent aller au play-in, mais il faut forcément mathématiquement qu'il y ait des équipes qui y aillent pas. Donc Antoine, toi qui voyais les Warriors, t'as une petite idée déjà pour Je vais vous redonner peut-être le classement si vous l'avez pas sous les yeux. Je l'ai sous les yeux si vous. Pardon, vas-y. Vas-y, je te laisse le donner. Vas-y, je le donne. Donc premier à l'Ouest, les Timberwolves.
Donc Minnesota, OKC, Denver, Sacramento, les Clippers, Dallas, les Pelicans, les Rockets 8e, 9e les Suns, Lakers 10e, les Warriors 11e. Et derrière, c'est Jazz, Grizzlies, Trailblazers, Spurs. Pour moi, Stéphane, il a déjà plus ou moins répondu à sa question dans sa question, c'est Houston. Houston est l'équipe qui, je pense, sera le plus amenée à dégringoler. Oui, les Rockets sont plutôt bien commencés, mais ils ont des séries. C'est une équipe qui gagne 3 matchs puis qui en perd 3. Et ils gagnent 3 matchs, ils en perdent 3. Alors, ils vont finir avec un bilan plutôt correct, je pense. Houston, il y aura une vraie évolution. Il y aura peut-être 15-20 victoires de plus que la saison dernière. Je ne sais plus exactement à combien ils sont, mais j'imagine qu'ils étaient à 20 ou 22 victoires et ils sont bien partis pour en gagner, je ne sais pas, 39-40. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez d'une époque où, à l'Ouest, même jusqu'à la 9e place, les équipes étaient à plus de 50% de victoire. Je pense que les Warriors vont repasser parce que les Warriors sont capables de gagner 60 à 65% de leur match, quoi. Si ça clique. C'est évidemment toujours un grand si, mais c'est une équipe qui est capable de gagner 60 à 65% des matchs restants sur la saison. Je ne pense pas que ça sera le cas pour Houston. Et du coup, moi, je vois bien Houston sauter. Et après, pour Memphis, si vraiment il fallait que j'essaye de caler Memphis en plus de Golden State, c'est délicat. Les Suns, les Lakers, les Pelicans ont quand même trop de talent. Les Pelicans sont capables de se planter complètement et de s'écrouler. Mais je pense que Lakers Suns, au final, ça va quand même réussir à passer. Les Suns ont beaucoup de talent individuel. Les Lakers ont toujours la possibilité de modifier leur effectif. Ils sont sur une mauvaise passe, 4 défaites de suite, mais c'est une franchise qui a des atouts et qui a quand même aussi, pareil, beaucoup de talent. Je pense qu'aucune de ces deux équipes-là va rater le play-in. Donc voilà. Moi, mon prono, c'est que Houston sort et Golden State rentre dans le play-in. Ouais, c'est ce qui paraît le plus évident. Enfin, c'est le plus logique, hein. A priori, ce sera ça. Et s'il faut une autre équipe, bah, on va évidemment pas parler d'éventuelles blessures parce que les Suns, si t'enlèves, si KD ou Booker se blessent, c'est une cata, je pense. Mais au-delà de ça, peut-être l'autre équipe qui peut paraître en danger, ce serait les Pelicans parce que il y a toujours des petites incertitudes autour de Zion. Ils ont déjà été fracassés par les blessures. C'est le seul petit risque. Sinon, là, je les vois quand même plutôt être assez sereins sur la deuxième partie. Une fois qu'on aura atteint la mi-saison, je pense qu'ils auront trouvé leur rythme de croisière et récupéré à peu près tout le monde. Donc ouais, Houston, c'est le plus logique. Et Houston, qui n'est pas en play-in, ce serait même pas très grave, même si je pense qu'Udoka, il le vise. Déjà, la progression, comme tu l'as dit, Antoine, elle est déjà assez impressionnante d'une saison à l'autre déjà. Là. J'ai l'impression qu'aussi Houston, il n'y a pas du tout de banc. Il y a un 5 majeur qui tourne plutôt bien pour l'instant, mais il n'y a pas du tout de banc. Et au fur et à mesure que la saison, les matchs qui s'accumulent, les minutes, etc., ça peut aussi avoir une importance, même si, en fait, c'est pas de banc. Il y a des joueurs, il y a Tari Eason, il y a quelques jeunes, etc., mais on ne sait pas trop ce que donne le banc pour l'instant. Donc, Du coup, j'en profite pour enchaîner avec une question justement qui concerne Houston, une question envoyée par Dino Fava, qui nous dit « Tout le monde pronostiquait les Rockets dans les derniers à l'Ouest malgré leur recrutement intéressant. Ils se battent pour le play-in avec un jeu en nette amélioration par rapport à la saison passée. A-t-on sous-estimé l'apport d'Ime Udoka, qui est pour moi un excellent coach, charismatique et rassembleur, jusqu'où peut-il les emmener dans un avenir proche avec quelques ajouts ?» Il me semble que dans les pronostics, on les avait envisagés. On avait dit justement que ça pouvait. Leur recrutement, il est quand même assez fort. Déjà le coach, forcément, il n'a pas perdu son job par manque de compétences à Boston. Hein. Il était sur une voie royale pour continuer d'aller jouer le titre. Ça, c'était pas une question de compétences. Et les recrues, tu prends Fred VanVleet, Dylan Brooks, c'est des recrues d'équipes. C'est des mecs qui jouaient dans des équipes ambitieuses il y a pas longtemps. Donc il y avait un chemin. On comprenait juste pas bien comment l'alchimie se ferait entre les jeunes qui essayaient de gagner leur place et les vétérans qui étaient là pour gagner tout de suite. Il y avait une partie de l'équipe qui pouvait te dire c'est toujours du tanking et l'autre, non, ils jouent la qualification. Donc alors oui, je pense qu'ils ont surpris quand même le plus grand monde qui s'attendait à peut-être moins bien que ça et Udoka a tout de suite transformé l'équipe, je pense déjà sur la mentalité défensive, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose, qu'il y a un côté plus dur que lui incarne aussi. Hein. Il suffit de le voir dans ses interactions avec des mecs comme LeBron. Il a clairement pas envie de se faire emmerder par qui que ce soit et il veut pas, il respecte pas grand monde, je pense. Pas dans le sens négatif du terme, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais et après à plus moyen terme, s'ils continuent de bien construire et qu'ils font les bons choix sur les jeunes qui doivent être les plus impliqués dans l'équipe. Et avec un move ou deux, ça peut rapidement être une équipe qu'on retrouve tous les ans entre la 5e et la 10e place. Et ce serait déjà bien vu d'où ils viennent.
vu le marasme dans lequel ils étaient il n'y a pas longtemps, je pense que ce sera déjà bien. Mais Udoka veut gagner rapidement, hein. Enfin, il veut gagner des matchs rapidement, il veut être qualifié en playoff rapidement, donc ça ne traînera pas. Moi, je considère que c'est un très, très, très bon coach. Ouais, je pense qu'Udoka, en fait, c'est la fin du cirque. Depuis qu'il y a Udoka, ça y est, c'est fini le cirque, on passe aux choses sérieuses. Il y a 3 jeunes qui jouent, c'est les 3 meilleurs du projet. Les autres, c'est selon Ouais. leur implication en défense, etc. Il y a du sérieux qui a été mis. De toute façon, après, il faut voir. Au début, c'est vrai que moi, il y a un truc sur lequel j'étais un peu sceptique, c'est l'idée de à la fois développer, et on voit qu'effectivement, il y a le développement, il va passer au second rang pour certains. Amen Thompson, 4e choix de draft. 4e, c'est ça 4e. Ozar est 5e, donc Thompson est 4e. 4e choix de draft, il joue quasiment pas. Il y a quelques jeunes qui vont sortir du projet. J'étais un peu du coup sceptique là-dessus et je pense que le développement sera mis au second plan. Par contre, il y a quand même 3 jeunes qui se distinguent, c'est Jabari Smith Jr., Alperen Sengun et Jalen Green. Il y a plusieurs marges en fait, il y a plusieurs voies pour progresser du côté d'Houston. Il y a simplement le fait, ok, certains, les 3 jeunes en question, il y en a qui vont continuer à se développer et peut-être l'un d'entre eux devient un vrai All-Star et on est une équipe qui joue clairement les playoffs chaque année, comme tu l'as dit. Imaginons, il y a un scénario où Sengun, ça devient une superstar. On parle vraiment de superstar. Là, effectivement, c'est même un peu mieux. Et surtout, en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe à Houston, c'est qu'il y a encore de la flexibilité financière pour l'instant. Il y a une équipe qui marche plutôt bien, qui n'a pas non plus, je pense, le talent nécessaire, nécessaire pour s'imposer directement en playoff, se qualifier directement en playoff, mais qui a quand même du talent et de la flexibilité. Il faut savoir que dans le Texas, il n'y a pas de taxes. Enfin, il y a très peu de taxes. C'est toujours une équipe qui est susceptible d'attirer une superstar à un moment ou à un autre, qui a des atouts pour faire un échange. Il y a quelques jeunes, justement, si à un moment ils décident de se dire, Jalen Green, on n'en veut plus, on a le contrat de Dillon Brooks, on a Jalen Green, et puis je ne sais pas quel autre mec qu'on met, et dans l'échange, on récupère une des superstars qui a décidé de changer d'équipe. Enfin, vraiment, il y a plein de moyens pour progresser, et j'ai l'impression qu'avec Udoka, il y a du sérieux, j'ai l'impression que ce qui se passe dans l'organisation, c'est sérieux. Il y a un avenir qui peut être très intéressant du côté des Rockets. Allez, puisqu'on parle d'avenir et d'adaptation, j'ai une question qui vient de Thomas, qui concerne notamment l'adaptation tactique et que peuvent faire les équipes d'un match à l'autre. Voilà ce qu'il nous dit. C'est une question qui lui est venue suite à la finale du In-Season Tournament où les Lakers ont mis en place un vrai plan tactique de défense sur Haliburton et d'attaque dans la raquette, chose que l'on ne voit que rarement en saison régulière puisque les équipes s'adaptent rarement à l'adversaire à cause de l'enchaînement des matchs. Donc la question qui nous pose, c'est celle-ci. Pourquoi les équipes qui visent le titre et peuvent se permettre, entre guillemets, de dérouler en saison régulière, comme Boston, ne tentent pas de mettre en place plus régulièrement des coups tactiques qu'elles pourraient avoir à mettre en place en play-off pour habituer les joueurs à s'adapter, travailler sur la transmission des idées du coaching staff vers les joueurs, habituer le coaching staff également à mieux cibler les forces-faiblesses et avoir plus de certitude sur ce que les joueurs peuvent appliquer ou non et donc éviter de trop improviser en play-off. Mais déjà, il faudrait vraiment être au sein du coaching staff pour savoir à quel point ça se fait. Mais je pense qu'il y a une réponse aussi, c'est que le fait en NBA, ils s'entraînent très peu. Il y a très peu de séances collectives. Après, ça dépend des coachs. Il y en a qui en imposent plus que d'autres. Mais comme l'a dit Thomas, c'est ça ? Thomas, ouais. Il y a tellement de matchs qui s'enchaînent que les gars s'entraînent très peu. Les entraînements, il y a quelques séances collectives de temps en temps. Il peut y avoir un peu de vidéo. Mais du coup, pour vraiment mettre en place une tactique, ça nécessite quand même plus qu'une séance ou deux. Et ça, c'est compliqué. Les gars, ils font des shoot around. Le lendemain, ils ont match. Puis il y a un jour de repos. Puis ils ont match. Puis OK, on met une petite séance. Puis il y a un road trip à l'extérieur. Était sur 5 villes différentes en 7 jours. Il y a peu de temps finalement pour travailler de la tactique, contrairement à des séries de playoffs. Et notamment quand tu avant. Alors, c'est vrai que d'une série de playoffs, tu joues le même. Enfin, tu as aussi match tous les 3 jours, tous les 2-3 jours. Mais tu joues le même adversaire. Donc là, c'est un peu différent. Je pense que là, le rythme des matchs fait que c'est difficile de vraiment faire des plans de jeu, comme tu l'as dit d'ailleurs dans ta question. Après, ça peut être effectivement intéressant de. Je pense qu'il y a des coachs qui le font. Faudrait vraiment analyser chaque match de chaque équipe, ce qui nous est impossible de regarder. Par exemple, si, imaginons, demain, je regarde. Voilà, je prends mon exemple personnel. Je regarde un match des Raptors le mardi. C'est pas dit que les Raptors, je les revois pas 3 ou 4 matchs. Alors, je peux des fois voir des changements, tu sais, dans une saison, des fois, tu sens, il y a des tendances que tu vois évoluer.
même défensif. Par exemple, sur les Bucks, direct, ça m'avait tout de suite marqué de voir qu'ils étaient revenus à Brook Lopez qui fait du drop. Défensivement, tu vois la différence, mais tu vas pas remarquer surtout si tu regardes que de temps en temps, tu peux pas capter toutes les subtilités. Il faudrait vraiment être capable de suivre complètement au quotidien pour remarquer quel coach est tenté applique plus de plans de jeu spécifiques. Mais je pense qu'il y en a, honnêtement. Il y en a, il suffit de voir Spoelstra, par exemple. Il est quand même, tu vois les adaptations d'un match à l'autre, d'un adversaire à l'autre. Surtout en playoff, c'est vrai, mais il y en a. Après, c'est peut-être culturel aussi et lié au calendrier, à la difficulté de s'entraîner. Les mecs, ils disent tout le temps qu'ils s'entraînent jamais. Et ils n'ont jamais de temps. Et puis, dès qu'ils ont un jour off, ils essayent de le passer avec leur famille. L'essentiel de la préparation, du playbook, de la façon de jouer, de la défense, elle se fait pendant le training camp. Ouais. C'est ça. Et c'est là que ça travaille dur et que ceux qui arrivent à suivre le rythme sont les mieux intégrés dans l'équipe. Et après, c'est des piqûres de rappel. C'est aussi ça, c'est une compétence à acquérir pour les joueurs, c'est de savoir, c'est d'ingurgiter assez vite des nouveaux préceptes s'il y en a quand il y a un nouveau coach. Et ça rend l'exercice compliqué, mais en playoff, on le voit un peu plus. C'est vrai qu'on voit des coachs qui s'adaptent. On en voit qui ne s'adaptent pas du tout aussi. Parfois, ça arrive. Il y en a qui sont assez dogmatiques et qui n'aiment pas changer leurs préceptes. Moi, comme ça, spontanément, je pense à Spoelstra que je vois même faire des trucs en saison régulière. C'est aussi pour ça qu'entre nous ici, on le considère souvent comme peut-être le meilleur coach en activité parce qu'on voit littéralement des choix qui varient, même parfois au cours d'un même match. C'est ça qui est intéressant. Et si Thomas, si la question t'intéresse, écoute parfois les confs d'après-match des coachs. Ils sont tout le temps en conf après les matchs. Tu peux les retrouver sur YouTube un peu partout. Sur NBA aussi, sur le compte Twitter NBA, voilà, je pense. C'est ça. Et tu as souvent quand même des journalistes qui arrivent, qui posent des questions un peu pointues sur le coaching, sur l'adaptation par rapport à tel ou tel adversaire. Et ils y répondent généralement volontiers. Il y en a qui sont plus convaincants que d'autres, mais Spoelstra le fait très bien en général. J'ai l'impression qu'il teste plus des concepts généraux d'ailleurs. C'est un truc qu'on voit parce que c'est vrai que Thomas nous demandait pour des plans de jeu particuliers pour affronter une équipe. Même si je pense que voilà, Thomas, dans ta question, tu donnais là aussi une partie de la réponse sur le fait qu'il y avait l'enchaînement des matchs et des adversaires. Par contre, ça arrive, on voit aussi dans la saison quand ils testent des choses. Il y a des équipes qui vont d'un coup tester une zone, tester un line-up, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de temps en fait pour qu'ils vraiment ciblent pour une équipe. Sauf s'ils ont déjà un plan en tête et peut-être en bref, mais faire un plan détaillé d'attaque. Tu vois, genre, OK, cette équipe, on va défendre comme ça, on va défendre sur tel mec comme ça. Ils distribuent le scouting report, tu vois, fait par les scouts, qui n'est même pas fait du coup par le coach. Et voilà, et puis ils vont de match en match. Je pense qu'on ne réalise même pas à quel point ça doit s'enchaîner en fait. Ouais. Si je peux me permettre, parce que tu parlais de line-up, Antoine, je pense que pour répondre à la question de Stéphane, effectivement, dans les équipes qui ont un peu de marge, là où il y a des tests, en fait, mais dont on ne se rend pas forcément compte, je pense que c'est justement dans les rotations, dans le donner... changer le nombre de minutes que tu donnes à tel ou tel line-up pour voir un petit peu le rendement et voir l'impact que ça peut avoir. Et ça, c'est vrai que quand on regarde un match de temps en temps, on ne se rend pas forcément compte parce que c'est un peu en marge. Mais au bout du compte, arriver à avoir 4 minutes de plus dans un match où tu as 5 joueurs qui sont ensemble, c'est des informations qui sont vraiment utiles pour les coaching staff, derrière qui sont disséquées avec les stats avancées, etc. Et souvent, ces équipes très fortes, du moins celles qui déroulent un petit peu, c'est sur ces choses-là qu'elles font des tests, et notamment dans les matchs qui sont pliés. Quand ils sortent les stars, c'est pas forcément uniquement pour sortir les stars, c'est parfois aussi pour voir la complémentarité d'autres joueurs et voir ce que ça peut donner avec un échantillon un peu plus large. Ouais. Allez, une autre question plus légère, envoyée par Jackie Channel. Hors trash talk et gestes violents, avez-vous souvenir de gestes insolites pour déstabiliser un adversaire, entre parenthèses petite olive, etc. Je me souviens d'un match de Vince Carter, nous dit-il, qui ne s'était pas lavé les dents et qui soufflait dans le nez des joueurs adverses. Alors j'aimerais bien savoir de quel match il s'agit en particulier. Et il demande, voilà, il dit ça peut être en NBA ou perso. Donc est-ce que vous avez des idées ou des souvenirs de choses un petit peu hors du commun pour essayer de déstabiliser un adversaire? Qui c'est qui défaisait les lacets à chaque fois là? J'essaie de me souvenir. J.R. Smith. C'est J.R. Smith. C'est ça, J.R. Smith qui défait les lacets, c'est quand même c'est pas anodin. Ça m'avait un peu marqué. Bon, c'est dangereux, hein. Faut pas ne pas refaire à la maison, mais ouais, moi je pense à ça spontanément. Ouais, alors pour la NBA, Lance Stephenson était assez marrant. Mais ouais. oui, mais oui. Ah, quand il soufflait sur LeBron comme ça. Ouais, il soufflait sur les Browns, des trucs comme ça. Après, tu as toujours les mecs qui vont vers tes pieds quand tu vas shooter.
plus bête. Luke Cornett qui jump 4 mètres derrière, même si je le répète, pour moi, ça n'a aucune influence sur le shooter. Mais bon, il s'amusait à sauter de loin. Et c'était dans l'idée de déconcentrer l'adversaire. Il y a toujours les mecs en tribune. Alors, c'est pas des joueurs, mais les mecs en tribune qui ont lancé front. Et des fois, il y en a qui ont des pancartes de femmes à poil, etc. Ouais. Bref, ça fait partie du truc. Ouais, je disais les gars qui se jettent sur tes pieds, qui se dirigent vers tes pieds au moment où tu prends un tir, ça c'est très perturbant. Et d'ailleurs, Théo, j'ai une petite question pour toi. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Je pense que oui, moi je n'étais pas au courant. Je t'avoue que moi je n'étais pas au courant. Est-ce que tu sais que si tu fais un lay-up en contre-attaque et que tu as un mec qui gueule derrière toi, il prend une technique? Oui, t'as pas le droit de crier Ouais, sur un ouais, tir, ouais. même sur un tir. Alors souvent, ce qui se passe dans la Et je forme, sais c'est que pas du tout ça. les arbitres préviennent. Souvent, ils préviennent une première fois, mais oui, tu peux prendre une technique, t'as pas le droit de crier effectivement sur un joueur qui est en train de shooter. Alors moi je savais pas. Alors pour le coup shooter je savais même pas. Pour ça, je crie shot à chaque fois qu'il y a un shot. Tu vois, tu te prépares à ton écran retard. Mais je sais pour les layups, c'est vrai que pourtant ça semble absolument logique. C'est quand même un peu dangereux quand un mec est tout seul en contre-attaque et que tu as un mec derrière qui gueule. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que tu pouvais prendre une technique. J'avais appris ça le week-end dernier et ça m'a marqué. Je sais qu'au foot, c'est pas interdit par contre. Hein. Ça m'est déjà arrivé de parler à un mec qui allait tirer. C'est de bonne guerre. Comme on en parlait tout à l'heure au sujet du tennis, moi je pense que tu devrais avoir le droit de crier ce que tu veux. C'est à l'attaquant de passer outre et d'aller au bout de l'action. Dans mon équipe, on a un truc, c'est que quand le mec arrête son dribble, on a tendance à gueuler ball, 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 Ça, t'as ball, le droit. ball, ball Ça, dans t'as le ses droit. oreilles. Ah, Ouais. bah Et absolument, ça, c'est ça, la je peux te base, dire mais que ça met beaucoup de stress sur le porteur de balle une fois qu'il a lâché son dribble. totalement d'accord. Tu Je pense l'entoures en que criant dans ses oreilles tous tous les sens. entraîneurs de jeunes te le diront, c'est la base. Ouais. C'est un sport de harceleur, le basket en fait, c'est ça. Exact. Allez, j'ai une autre question. Attendez, j'ai perdu le fil de. Allez, je reste sur une question. Alors, une question envoyée par Alika Villedmont qui continue à nous envoyer semaine après semaine des questions bien barrées avec les visuels. On peut pas vous montrer tous les visuels. J'en ai une, alors préparez-vous parce qu'il faut que je prépare. Faut que je la formule avec la voix qui va avec. Donc, previously on Game of Thrones. Les Kings chassèrent le prince Ali de leur royaume. Le prince se réfugia chez les Indiens. Il se vit offrir le gîte, le boire, le manger. En retour, il leur ouvrit l'horizon. Puis, l'œil brillant et le pénis turgescent, le prince se dressa sur la montagne et harangua le ciel. Peu m'importe le royaume des pseudo-rois, j'ai un empire à conquérir, mon heure est venue. Selon vous, est-ce vraiment l'heure du prince ou le renard, entre guillemets, sera-t-il plus rapide à grimper sur le trône? Donc la question c'est de savoir si Entre Diaron Fox et Fox, Haliburton. voilà, Voilà. magnifiquement rédigé, on sent Tu les devrais références. écrire une saison, en faire 2. Ouais, voilà. J'espère que je vais avoir un César pour mon interprétation, en tout cas. Ah, je l'ai vécu, j'étais à fond dedans là. Surtout au moment de pénis turgescent, j'avoue que là, c'était très incarné. Alors, pour répondre à la question, C'est pour ça que je reste en voix off. Hein. pour répondre à la question, j'aime beaucoup ce qui est devenu Diaron Fox ces derniers mois, ces dernières années même. Je le pensais pas forcément capable d'être, surtout après le départ d'Haliburton, je me demandais s'ils avaient fait le bon choix, honnêtement. Je m'étais dit, non mais Haliburton a vraiment envie d'être là, il veut être le gars qui ramène Sacramento sur le devant de la scène. Et force est de constater que pour l'instant, ça se passe bien pour les deux. Sacramento est revenu en playoff, Fox est devenu un tueur dans les quatrièmes cartons, c'est devenu un vrai leader, on l'a vu sur le premier tour contre les Warriors, ils sont pas passés loin d'éliminer les Warriors, c'était une super série très très spectaculaire. J'ai beau adorer ce qui est en train de devenir Haliburton aussi, ce franchise player avec Indiana, peut-être le meilleur meneur-passeur de la ligue. J'ai l'impression que Fox est un peu sur un stade un peu plus avancé peut-être, et qu'avec les Kings, ils sont plus proches de quelque chose de significatif. Je n'irais pas dire c'est devenu des contenders. Je pense qu'Indiana, on est en train de le voir sur leur période compliquée là, après la NBA Cup, il leur manque encore trop de choses. Et Haliburton n'est pas encore capable de tout faire pour les mettre dans peut-être le top 3, top 4 de l'Est. Avec Sacramento, Fox me semble déjà... bon, il n'est pas tout seul, il est mieux entouré, c'est un paramètre important. Mais je trouve Fox, et assez logiquement, parce qu'il a un stade plus avancé de sa carrière, je le trouve un peu plus près. Voilà. Ouais, bah ouais, tu l'as dit, il y a une différence d'âge et de supporting cast en fait. C'est un mec qui est dans son prime par rapport à un mec qui commence doucement
à se rapprocher du joueur qu'il va devenir et puis qu'il y a encore une vraie marge de progression. J'ai l'impression que Fox, le joueur qu'il est là aujourd'hui, c'est le joueur. Voilà, là, on est à l'apogée de Fox. D'Aaron Fox, il va être ce joueur-là pendant encore quelques années. J'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup D'Aaron Fox. Haliburton, avec un meilleur supporting cast et quelques années en plus, deviendra peut-être un joueur encore plus fort quand même que D'Aaron Fox, je pense. Je pense que c'est un joueur qui a plus de potentiel. Après, oui, à l'instant T, le meilleur des deux, c'est Fox. Je pense qu'aucun des deux, par contre, ne peut vraiment viser des longues campagnes de playoffs, mais c'est sûr que, comme tu as dit, Shai, au moins Fox avec Sacramento, il est quasiment sûr de les jouer, quoi. Allez, j'enchaîne avec une question chère à mon cœur. D'ailleurs, je vous avoue tout de suite que celui qui l'a envoyé a reconnu avoir essayé de me corrompre pour que sa question passe. Donc, question d'Azedine qui nous demande: que pensez-vous de l'apport d'un Tyler Hero dans l'effectif du Heat? Il s'agit d'un très fort joueur, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce dont la franchise a besoin. J'ai l'impression que ses performances au scoring n'apportent pas au collectif comme celles de Bam ou de Jimmy Butler. C'est pas facile, hein, ça. C'est pas facile de savoir. Bah, avec Tyler Hero, ils ont été une première fois en finale dans la bulle. Et après, sans lui, ils y sont arrivés aussi. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple de savoir exactement. Moi, je pense qu'il apporte aussi, il apporte quelque chose qu'ils n'ont pas forcément. Donc, dans ce sens-là, il est important. Après, est-ce que c'est le joueur idéal pour eux? J'ai du mal à savoir. Ils sont, c'est ça. Je sais pas si les statistiques le montrent ou pas, mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'ils sont pas moins forts sans Tyler Hero, quoi. Je pense que c'est l'année où on va peut-être savoir, en fait. Mm. Parce que justement, il est dans la bulle. La différence, c'est que Tyler Hero, il a un rôle différent. Il n'a pas un rôle de titulaire, il a un rôle essentiel. Il a des qualités. Ce qu'il apporte, c'est du scoring, de la création, balle en main, il y a quelque chose. C'est aussi un bon shooter, c'est un scoreur. Il va leur donner du punch. Il leur donnait déjà du punch dans la bulle, mais avec un statut différent, un statut un peu plus limité. Là, il est en tant que titulaire, donc qui aspire à prendre encore plus de place. C'est là où on ne sait pas trop est-ce que ça peut coller ou pas. Moi, je ne peux pas y répondre tout de suite, mais je pense qu'on aura une réponse à la fin de la saison. Je pense qu'à la fin de la saison, on aura une réponse. Et je pense que si Miami ne passe pas un tour de playoff, ça sera en étant au complet, ça sera quelque part une forme de réponse. Mais ça ne voudra pas dire qu'il faudra s'éloigner de cette formule, parce que déjà, Jimmy Butler, il n'est pas éternel, et que Tyler Hero, il a que 23 ans, que Bam Adebayo et Tyler Hero, ils peuvent incarner le futur du Heat, au moins pendant un moment, même s'il n'y a pas forcément une autre grande superstar autour. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il faille, par exemple, forcément lâcher Tyler Hero pour un autre joueur. Il y a beaucoup de rumeurs sur Donovan Mitchell. Je pense que Tyler Hero, par exemple, il fait déjà un peu du Donovan Mitchell, sauf qu'il est moins fort que Donovan Mitchell, il est plus jeune aussi. Voilà, on verra. Je pense qu'on va voir. Dans les prochains mois, on va voir. C'est vrai que dès qu'il est revenu, le Heat a perdu un peu. Pour l'instant, avec lui, il y a un bilan de 5-5. Il a joué 10 matchs, il y a 5 victoires, 5 défaites. Mais l'échantillon est trop faible encore vraiment pour qu'on sache. Voilà, je pense que voilà. Cette saison, on se redonne rendez-vous en mai et on voit où a été le Heat, ce qu'a fait Miami. Et peut-être qu'on aura un élément de réponse un peu plus probant sur ce que Tyler Hero. Est-ce que c'est un mec qui fait des stats vides à la Zach LaVine ou est-ce qu'il peut vraiment avoir un impact sur le succès? C'est un peu méchant pour Zach LaVine, mais Sauf si d'ici là, il a été tradé aux Toronto Raptors, par exemple, ou ailleurs, hein, évidemment. sauf s'il y a eu un trade. Mais s'il y a eu un trade avant, est-ce que ce serait pas quelque part le signe que Miami pensait justement que Tyler Hero pouvait pas forcément fonctionner avec le groupe? Probable. En tout cas, dans ce rôle de titulaire. Allez, j'enchaîne avec une question sur les rookies. Alors, j'ai deux questions de deux Maximes différents. J'ai vérifié les adresses mail. A priori, c'est deux Maximes différents. Je commence par la première. Est-ce qu'il est logique, selon vous, de comparer Victor Wembanyama et Chet Holmgren pour le titre de rookie de l'année? Chet a eu toute l'année dernière pour se remettre de sa blessure et se préparer physiquement, mentalement, au niveau des entraînements, alors que Victor débarque. Je ne suis pas plus chauvin que ça, mais je trouve ça un peu dur de comparer un rookie à un demi-rookie. C'est un débat qui revient à chaque fois. Moi, souvent, je suis pas dans le camp des majoritaires. Il y a beaucoup de gens qui disent que les joueurs qui ont été draftés et qui ont passé une année au sein de l'équipe à s'entraîner, tout ça, devraient même pas être considérés comme rookies. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Moi, je pense quand même que le terme de rookie, il concerne un mec qui avait jamais joué de match. Enfin, c'est pas pareil. Enfin, l'entraînement et les matchs en NBA, c'est tellement différent que je pense que là-dessus,
Holmgren est bien un rookie. Après, est-ce que c'est à son avantage d'avoir pu assimiler, on parlait tout à l'heure des stratégies offensives, défensives, des playbooks. Il a eu toute une année pour ça et il s'est vraiment impliqué dedans, et tout le monde l'a dit là-bas. Donc ça, c'est un avantage, évidemment, par rapport à Wembanyama qui était en Europe en train de jouer. Mais donc je pense quand même ils peuvent être comparés parce que tous les deux avaient 0 match en NBA avant cette saison. Ce qu'on peut comparer, c'est les contextes dont on a déjà parlé, et c'est aussi à l'avantage de Holmgren, c'est-à-dire qu'il est déjà dans une équipe fonctionnelle avec une star bien établie, il a moins de pression médiatique que Victor. Ça, c'est un truc un peu injuste, mais c'est aussi quelque chose qui est comparable. Et tu peux te demander, est-ce que Holmgren aurait fait aussi bien, moins bien que Victor dans tel contexte? Est-ce que Victor aurait fait aussi bien, moins bien que Holmgren à OKC? Ça, c'est de la supposition, on ne peut pas trop le savoir. Mais je pense qu'Holmgren, oui, doit être considéré comme rookie avec ce petit avantage qu'ont eu des joueurs avant lui, comme Ben Simmons, par exemple. Il y en a beaucoup qui refusaient que Ben Simmons soit considéré comme un rookie, mais il est rookie sur le nombre de matchs. Il a joué autant de matchs que les gars qui arrivent cette année. Pour moi, c'est comme ça. Après, je comprends le point de vue opposé, hein, c'est un avantage, mais ça ne doit pas discréditer les gars pour être considérés comme rookie, d'après moi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, bien sûr qu'il a un avantage, Holmgren. Et puis en plus, il a profité de staff de plein de coachs NBA. Du coup, pendant 1 an, c'est quand même censé être l'élite du basket mondial en termes de coaching aussi, hein. Ils ont autant en termes d'infrastructure, de coach. Donc, bien sûr qu'il part avec un avantage. Il a une forme d'expérience en plus. Après, quand tu es drafté une année et que tu rejoues que celle d'après, par définition, tu es déblessé. Donc, tu reviens quand même d'une saison blanche. Donc, tu as aussi ce petit désavantage aussi quand même. Je pense qu'Holmgren a un avantage, mais ça ne reste pas moins un rookie. On ne va pas changer la règle. Ça veut dire que le gars, s'il se blesse, en gros, il est juste privé de sa chance d'avoir le trophée de rookie de l'année. Comme tu l'as dit, il y en a eu d'autres avant. Ben Simmons, Joel Embiid. Joel Embiid, il a carrément fait 2 saisons blanches avant de commencer. Il y a eu Blake Griffin. Enfin bref, il y en a des tas et des tas. C'est comme ça. La règle est comme ça. Moi, je pense aussi comme toi que ça peut être comparé. De toute façon, faut toujours, dès que tu fais une comparaison, quoi que ce soit dans le monde, tu contextualises. Il faut contextualiser. Ils ne jouent pas dans les mêmes équipes, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même rôle, etc. Les seuls cas particuliers que j'accepte pour le fait de rendre quelqu'un inéligible pour le statut de rookie éventuellement, c'est quand tu as des mecs qui arrivent d'Europe à 35 ans, 33 ans. C'est déjà des basketteurs professionnels depuis des années, donc c'est là que c'est un peu compliqué de dire c'est des rookies. Et peut-être qu'un jour, il y a un Européen qui a jamais joué en NBA et qui arrivera à 30 ans et qui sera rookie d'année, ça fera bizarre. Là, je pensais à Pablo Prigioni qui était rookie à 36 ou 37 ans à New York, c'était invraisemblable, mais à la limite, c'est le seul cas de figure où des mecs qui ont 0 match en NBA, là, pour moi, le statut de rookie, il est limite. Dans rookie, il y a quand même une certaine forme de jeunesse et d'inexpérience dans le monde professionnel. Victor, il a joué dans le monde professionnel européen, hein, mais comme plein d'autres. Mais voilà, sur l'âge, au moins, il devrait y avoir peut-être quelque chose, à la limite. Allez, j'enchaîne avec la question de l'autre Maxime concernant les rookies. À part les 2 ovnis que sont Victor et Chet, quels sont les rookies qui vous ont fait meilleure impression sur ce début de saison? Pour vous, peut-on déjà identifier un gros style? Des styles, il y en a plusieurs même, je trouve. Vas-y, lance-toi. Podziemski aux Warriors, c'est un bon style. Rémi Raquez. Ouais, Raquez en 18, c'est... Je pense, lui, vraiment, il a vraiment quelque chose. Il a un vrai potentiel. Alors, c'est pas un style, mais je trouve que Brandon Miller est plus que correct. Ouais, c'est ça. Pardon, Bilal est quasiment un style. Si tu regardes les joueurs, ça dépend. Il faut regarder les joueurs pris avant. Ouais, il faut regarder. Et c'est peut-être un peu tôt pour 7e pour l'instant. Je trouve c'est bien. Il est dans un bon. Parce qu'au-dessus, Anthony Black, il est quand même il est souvent titulaire au Magic et même s'il il fait moins parler de lui que Bilal, il est quand même pas mal. Amen Thompson, il a été beaucoup blessé. Et Houston, c'est dur. En tout cas, il y a des bons rookies. Ouais. En style, j'essaie de réfléchir. Là, je regarde la liste de ce que je vois. Il y en a plein qui sont des bons. Voilà. Donc, Keontae George, il joue beaucoup à Utah. Est-ce que c'est un style en 16? Peut-être qu'il vaut peut-être quelques places au-dessus, par exemple, par rapport à Jet Howard ou Grady Dick, qu'on voit peu ou pas. Derek Lively en 12, je pense que c'est un style pour l'instant. Derek Lively, c'est quand même, vu son importance à Dallas, ça vaut plus que 12 en tout cas. Sur le long terme, on verra si c'est le cas, mais là pour l'instant. Et après, en regardant un peu, je regarde rapidement dans le bas. Un mec comme Julian Strother, il est pris en 29e et il a quand même un temps de jeu intéressant à Denver, qui est le champion en titre. Donc je pense que ça veut dire quand même qu'il n'est pas mauvais.
Et les autres, Craig bon, Porter Jr., si jamais il confirme les bons passages qu'il y a eu, après bon, ouais. à voir, parce que des fois tu fais des bons passages puis tu disparais. Pour moi, un mec qui est titulaire dans une équipe et qui a été pris loin, même si c'est une équipe qui est dans le bas de tableau, c'est que c'est un type qui avait sa place aussi ailleurs, même si c'est sur le banc. Donc, par exemple, Toumani Camara, 52e pick, il est titulaire à Portland. C'est quasiment un style pour moi. Trace Jackson Davis à Golden State, c'est un style Très aussi. bon, ouais, ouais. C'est un 50, potentiel style lui, ouais, hein, gros voilà, potentiel de style. 57e pick. Voilà, pour moi, ça, c'est ça les styles. Et après, parmi les très très haut classés, Raki à 118, ouais, c'est l'impact qu'il a chez une des meilleures équipes de l'Est, c'est quand même c'est assez impressionnant. C'est une belle classe de rookie. Et j'enchaîne avec une question de Philippe, à qui on passe le bonjour et à qui on souhaite bien du courage. Voilà, il nous dit: l'avenir des Nets doit-il se faire avec ou sans Ben Simmons? De mon côté, je pense qu'un échange ferait du bien à la franchise. Ouais, sauf que là, sa valeur, tant qu'il rejoue pas, la valeur, elle est négligeable. Pour Ben Simmons, c'est très difficile. Qui va avoir confiance en lui en tout début de saison, presque, ou après quelques matchs? Moi, je faisais partie des optimistes avec ses déclarations qui me semblaient plutôt prometteuses sur ce qu'il avait réussi à régler, tout ça. Là, il a toujours ce problème au niveau du nerf qui fait qu'il sera réévalué. Là, à l'heure où on enregistre, il sera réévalué dans 2 semaines, je crois, et ça ne veut pas dire qu'il va rejouer. Donc, en fait, c'est pas tellement est-ce qu'ils doivent, c'est seulement est-ce qu'ils peuvent reconstruire via un trade de Ben Simmons. Pour l'instant, ça me paraît pas possible. Tant qu'on le revoit pas jouer, dès qu'il rejoue et qu'il enchaîne les matchs, on voit qu'il lui reste des choses et que c'est encore un bon joueur de basket. Mais là, à l'instant T, c'est compliqué, je trouve. Ouais, il a plus du tout le statut de star en fait. Je parle en termes de valeur marchande. En termes de valeur marchande, c'est plus un joueur pour lequel tu vas pouvoir récupérer plein d'assets. Je pense même que vu ce contrat, tu es obligé de donner des first picks ou au moins un premier tour pour t'en débarrasser. Donc je pense que ça peut plus être la solution. Pendant longtemps, nous, on a milité pour qu'il change de franchise, pour qu'il y ait un nouveau scénario. Ouais. Au final, ça pouvait peut-être le faire à Brooklyn. Ça peut peut-être le faire à Brooklyn. Il avait l'air déterminé. Même Jacques Vaughn, il y avait une meilleure vibe autour de Ben Simmons et des Nets, même dans son rapport au coach, comme je disais. Je trouve que dans les matchs qu'il a joués, même si les stats sautent pas aux yeux, il doit être à 6-10-6, quelque chose comme ça. Il y avait du mieux. Il y avait du mieux dans les intentions. Il y avait un peu plus d'agressivité offensive, etc. Donc il a juste besoin de rythme et d'enchaîner les matchs pour peut-être se rapprocher quelque part de son niveau, et ça serait une vraie plus-value pour les Nets. Ils ont besoin d'un mec comme lui qui défend fort, qui crée, qui alimente un peu les joueurs capables de marquer, que ce soit les Bridges, Dinwiddie ou Cam Thomas évidemment. Donc ils ont besoin d'un joueur comme lui. Sauf que le dos, c'est très compliqué, hein. On le sait, à chaque fois, les blessures au dos, ça peut prendre du temps, ça peut même être. Des fois, c'est des motifs de fin de carrière. Il y a des mecs, Ouais. juste, ils n'arrivent jamais à se défaire de leurs problèmes de dos. En tout cas, pas au point de reprendre le sport en tant que. Voilà, le sport professionnel, et encore plus à ce niveau-là en NBA, le plus haut niveau, en tout cas le niveau d'intensité le plus relevé. Je pense que pour lui, ouais, la premier truc, c'est d'être en bonne santé. 2, c'est d'enchaîner les matchs. Je pense que s'il enchaîne les matchs, il aura de la confiance. Il avait l'air d'être comme je dis, sur une bonne pente. Et si à ce moment-là, il reprend de la valeur, là, on pourra commencer à se poser la question, est-ce que les Nets n'ont pas intérêt à le transférer ou pas? Mais je pense au final qu'ils ont besoin d'un joueur comme lui, et c'est juste qu'il ne joue pas, quoi. Allez, autre question qui nous vient d'Alban, question complètement différente. On entend parler d'expansion de plus en plus souvent. LeBron à Vegas, résurrection des Sonics, déménagement des Wizards, l'Arlésienne, Mexico, voire Overseas. Adam Silver a montré qu'il n'avait pas peur du changement. Pour vous, quel timing, quoi attendre, et ce serait quoi vos envies ou rêves de nouvelles franchises? Le timing, il paraît assez clair. Je pense que on va dire d'ici 3 ans, ils espèrent ajouter une franchise à Las Vegas et ramener une franchise à Seattle. Je pense que c'est vraiment les deux marchés dont on parle le plus, et Silver lui-même les a confirmés. Après, il y a d'autres prétendants, mais ça fait beaucoup. Après, c'est-à-dire que c'est plus de l'expansion, mais faudra remplacer des équipes, et là, ce sera plus épineux. Moi, je pense qu'il faut attendre encore 2 ou 3 ans, parce que c'est un gros travail d'installer une franchise. Moi qui suis beaucoup la WNBA, ça fait 5-6 ans que ça parle d'une expansion, et ça commence seulement, ça arrivera seulement dans 2 ans là. Donc c'est pour vous dire que c'est compliqué d'installer une franchise sur un marché où il n'y en avait pas, notamment. Donc pour Las Vegas, ça va être le cas. Après, pour les envies perso, je suis toujours partagé entre l'envie qui est d'un marché qui est un peu inexploré,
enfin, inexploré. Il y a du basket partout aux États-Unis, hein, mais un marché où il y aurait pas déjà de franchise et même historiquement où il n'y en aurait jamais eu. Peut-être un terreau un peu universitaire. Je sais que ça parlait d'une franchise dans le Kentucky ou dans le Missouri. J'aime assez bien ces idées-là. Voilà, moi, pour moi, j'ai pas d'autres idées. Ça, moi, j'ai pas envie d'une franchise à l'étranger délocalisée, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est trop compliqué au niveau infrastructure et organisation. Mexico, pourquoi pas? Géographiquement, c'est pas dénué de sens. À partir du moment où il y a une équipe au Canada, pourquoi pas? Voilà ce que j'ai en tête, moi. Ouais, bah, Seattle, Las Vegas, je pense que c'est acté. Maintenant, je dirais qu'en niveau timeline, ça peut prendre entre 3 et, je sais pas, 5, 6 ans, comme tu as dit, hein. Peut-être que ce sera qu'en 2028, mais je pense qu'il y a un moment où il y aura ces deux franchises-là. Ça ferait donc 32 équipes. Est-ce que la Ligue est prête dans la foulée de passer à 34, 35, 36? Je pense pas. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de matchs. Donc, je pense pas que ça se fera. Je pense qu'il y a de moins en moins de déménagements de franchise, d'ailleurs, hein. On l'a vu, les équipes bougent moins qu'à une époque, hein. J'ai quand même connu une NBA où ça bougeait beaucoup. Au début, au moment où j'ai commencé à suivre la NBA, il y avait quand même assez régulièrement des franchises qui déménageaient. Là, c'est plus le cas. Même les franchises qui sont susceptibles de déménager, au final, il finit par y avoir un arrangement et un vote pour une nouvelle salle. Je crois que c'est OKC récemment qui va avoir sa nouvelle salle. Si je dis pas de bêtises, Milwaukee a été sous la menace à un moment, mais au final, non. Tu vois, ça reste même Minnesota qui a changé de propriétaire. Pour l'instant, ça bouge. Pour l'instant, ça déménage pas. Ouais, c'est parti pour rester à Minneapolis. Les expansions à l'étranger, j'ai le même avis que toi. Même Mexico, je vois déjà que les joueurs ronchonnent à aller jouer pour Toronto, qui est quand même une ville incroyable. Ouais. Et pourtant, et le pire, c'est qu'il y a plein de gars qui reconnaissent, plein de joueurs NBA qui disent: ah ouais, Toronto, c'est top, mais genre, quand tu viens à l'extérieur et que tu restes de nuit et que tu kiffes, c'est une ville de fou. Mais il y a plein de joueurs qui. Alors, oui, Mexico n'a pas le même climat que Toronto, mais c'est pas non plus la même ville. Je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de joueurs qui ont envie de jouer à Mexico City. Je pense vraiment pas. Je pense qu'ils auront vraiment exposé à ce problème de mais quel Américain va vouloir aller jouer là-bas. Les mecs, quand ils vont être pris là-bas, ils vont avoir qu'une envie, c'est de se barrer. Vancouver, c'était un vrai problème pour Vancouver. C'est aussi sans doute ce qui a expliqué le déménagement du côté de Memphis. Ouais, je pense que ça sert à rien. Et après, par contre, bah voilà, pour les autres villes comme tu disais, Saint-Louis, Louisville, etc., dans le Kentucky, Louisville, c'est dans le Kentucky, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça passerait bien un déménagement, mais je pense pas qu'il y ait une franchise qui va déménager de sitôt. Okay, j'en profite pour remercier Alban qui avait une deuxième question, mais il disait très gentiment: Théo, tu nous régales de rêves culturels dans Hoop Culture tous les dimanches. À quand une playlist Spotify Reverse, voire une playlist par team ou par MOOC? Pour être honnête, j'en avais fait pour certains numéros du MOOC, et puis après, j'ai bêtement arrêté de les faire. Donc, je note l'idée, Alban, je me note ça pour plus tard. Enfin, ces petits Alban, tu préféreras sans doute les playlists de Théo aux nôtres, hein, qui sont un peu plus funky. Disons que Shai est spécialiste du folklore du Daghestan, donc c'est un peu, voilà, ça fait danser, mais c'est pas tout à fait sur les mêmes BPM. Allez, question de Geoffrey. Est-ce que vous pensez toujours que Kawhi n'a plus une campagne de playoff 2019 dans les jambes? Dans un monde, entre parenthèses, utopique où les Clippers sont à 100% en fin de saison, je trouve qu'il commence à avoir une bonne gueule de trouble faite, surtout avec un joueur qui sait faire gagner un titre. Complètement d'accord. C'est exactement ce qu'on dit. Alors là, ce matin, ils ont perdu quand on a enregistré le CQFR, mais c'est l'impression qu'on a quand on voit jouer Kawhi, c'est qu'il est quasiment à son meilleur niveau. Il est facile, il est efficace, il est puissant. Je ne sais pas s'il a déjà été aussi musclé que ça. Il est reparti sur un corps d'une dinguerie pas possible. Après, moi, j'ai toujours une petite retenue intérieure qui me dit: au moindre petit tracas, on va repartir sur un cirque où il va vouloir avoir ses propres médecins, disparaître pendant 3 jours pour consulter son staff, faire des choses peut-être pas toujours en accord avec bref, c'est tout le scénario qu'on a déjà vu par le passé. Donc, j'essaye de ne pas je le garde en tête de manière obligatoire, mais sinon, non, pour répondre à ta question, oui, je le trouve quasiment aussi fort qu'en 2019, dans un contexte différent, parce qu'il a d'autres joueurs autour. Et les Clippers, oui, dans cette configuration-là, ils ont une tête de trouble faite. Je pense que personne n'a envie de jouer une équipe où il y a Kawhi Leonard, Paul George et même James Harden, Westbrook et tout ce qu'ils ont autour. Ils n'ont pas envie de les jouer en forme. Aucun adversaire n'a envie de savoir. Je pense. Et il me semble
La question, c'est surtout de savoir est-ce qu'ils vont y arriver à ce statut d'être à 100% au moment des playoffs. Ils n'y arrivent jamais, donc est-ce qu'ils vont y arriver ce coup-ci? On leur souhaite. Moi, tu m'aurais posé la question il y a ne serait-ce que l'an dernier quand il enchaînait, enfin quand il jouait, je t'aurais dit non parce que je trouvais qu'il n'était pas justement au niveau de 2019. Même cette année en début de saison, je trouvais pas qu'il était. 2019, Kawhi Leonard, c'est le meilleur joueur du monde quand même. Ouais. C'est lui le meilleur joueur de la planète. C'est pas LeBron James, pas Stephen Curry, c'est Kawhi Leonard. Donc c'est quand même le niveau de 2019, c'est quand même c'est dur d'y retourner à ce niveau-là par définition. Ça voudrait dire que est-ce que Kawhi aujourd'hui serait à nouveau capable d'être un des 3 meilleurs joueurs du monde? Je sais pas. Je pense qu'il peut être très très fort, très très fort. Et du coup, les Clippers pourraient être même finalistes NBA. Mais j'ai ou finaliste de conférence, mais justement, vu que je reste sur niveau 2019, parce que c'est ce que tu as cité dans ta question, je pense que le niveau 2019, il peut pas s'en rapprocher. Et il peut pas l'égaler, parce qu'il était juste trop fort, en fait. Il était juste trop fort. Par contre, s'il est proche de son niveau 2019 et que les Clippers ont une chance d'aller loin, ouais, d'aller loin. Je les vois pas gagner. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y aura un truc. C'est même pas sur la santé ou sur leur attitude. Je me dis juste que ouais, faudrait du Kawhi. Il faut que ta première option soit tellement exceptionnelle pour que tu gagnes un titre chaque année. C'est toujours ça. Le mec qui te fait gagner, ton meilleur joueur, il est tellement exceptionnel. Je sais pas si Kawhi justement, il peut être ça, ce Kawhi exceptionnel. Je pense que l'année où il pouvait encore l'être, c'est l'année où où c'est Suns Bucks en finale et où Kawhi il se pète justement pendant la demi. C'est cette année-là où les Clippers, je pense qu'ils auraient dû gagner le titre. Cette année, Kawhi, ouais, il avait encore de quoi être le meilleur joueur du monde dans les jambes. Allez, pour finir, une question d'Oscar qui vous demande de vous mouiller. Soyez courageux, mouillez-vous. Oscar, il vous demande vos pronostics pour les matchs du Christmas Day. Donc 5 matchs au programme. Je vous donne les affiches. Allez, pas le choix, faut se jeter à l'eau. Je vous donne les affiches, vous nous donnez un petit pronostic et puis on finira sur cette édition du CQFR du samedi. Vous êtes prêts? Allez. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. C'est parti. Premier, Bucks versus Knicks. Donc c'est au Garden. Bucks in 6. C'est pardon. Bucks chez les Knicks, ouais. Bucks in 6. Vas-y. Si vous avez la ref, mettez-nous la ref. Si vous l'avez, mettez-la dans les commentaires qu'on vérifie un petit peu. Mais très belle ref. Très belle. Toi, tu dis Bucks? Ouais. Moi, je vais dire les Knicks, moi. Pour un match de Noël et tout. Victoire des Knicks et 43 points à Jalen Brunson. Voilà. D'accord. Bon, alors, carrément, toi, tu donnes les pronostics pour si vous voulez parier. Voilà. Mais faut faire par contre. Je vous donne les pronostics, mais il faut faire l'inverse, par contre. Retenez bien. Allez, on enchaîne avec une magnifique affiche. Les Warriors qui iront jouer à Denver. Denver. Trop dur de gagner dans le Colorado. Denver avec Jokic en lendemain de bûche de Noël. Moi, je vais dire les Warriors. Je vais dire les Warriors sans pronostic de score ou de stats. Mais je crois que Curry marche historiquement plutôt correctement à Noël. Donc, peut-être un bon match de Steph. Ensuite, il y a les Celtics. Alors là, c'est l'affiche rêvée pour la NBA. Les Celtics qui iront jouer à Los Angeles contre les Lakers. Donc, le 25, est-ce que LeBron... Ouais, LeBron, il va rejouer. Il va jouer. Il est pas simple, celui-là. Match nul. Prolongation, penalty. Allez, Boston. Vas-y, Boston, parce qu'ils ont perdu contre les Clippers le match d'avant. Ils auront envie de se reprendre. Je vais sortir un truc comme ça. Mais si Boston gagne contre les Clippers, ils perdront contre les Lakers. Ils vont perdre un des deux à Los Angeles. Moi, je vais dire les Celtics, ouais. Je vais dire les Celtics. Ouais, les Celtics, mais pas simple. Hein. Celui-là, il n'est pas si simple. Ouais. Allez, un autre qui devrait être sympa aussi, les Sixers qui vont aller jouer contre le Heat. Oh, Jimmy Butler contre Philly. Moi, je mets Philly. Ah non, je sais pas. Ah, Miami, ils vont aller à Miami pour le Noël. Mais ouais, ça à prendre en compte. Hein. Ouais, c'est grave à prendre en compte. Voilà. Les soirées de Noël, Tyrese Maxey va être bourré, il va arriver bourré. Moi, je mets le Heat, moi. Ouais, je vais mettre le Heat aussi. Ouais, le Heat.
Allez, dernière très belle affiche. Celle-là, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés. Les Mavs qui vont retourner à Phoenix. Ça Dallas. qui a bien plu à Luka Doncic. Luka Doncic. Dallas. 41 points, Doncic minimum. Dallas. Plus grosse Combien perte de la même? soirée, c'est pour Doncic. Ah, ils sont lèges les Mavs un petit peu en ce moment là. Les Suns, c'est pas fou. Luka, il a dû entourer le match sur le calendrier depuis le début. Et tu sais, à chaque fois qu'il Ouais. passe Devin Booker. Ouais. Et pourtant, je vais dire Phoenix, moi. Je vais dire Phoenix. Alors, effectivement, sans doute gros match. Ça peut être un match avec des deux mecs à 50 points, Doncic, Booker, qui vont se répondre. Je peux le voir comme ça, ouais. Parfait, ben voilà, vous avez été grand, vous êtes mouillé, vous avez donné vos pronostics. Je remercie tous ceux dont on n'a pas eu le temps de poser la question, Gaëtan, Olive, Prince Ali, Vince, Basile, Sheik et tous les autres. Merci encore de nous envoyer toutes vos questions, vos inputs, vos retours qui donnent une patate, vous avez pas idée. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer ça, c'est à cqfr.rivers@gmail.com et ça conclut notre CQFR du jour. Yeah. Yes. Écoutez, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Et puis on se retrouve pas samedi prochain du coup, mais sans doute celui d'après. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Je te fais confiance sur le calendrier, j'en ai aucune idée. Je pense. Donc, dans tous les cas, Antoine sera là samedi dans 2 semaines pour animer une émission quelle qu'elle soit. Je sais plus ce qu'on avait dit, c'est pour ça peut-être que là je nous mets en direct en galère, mais il me semble je sais plus ce qu'on a dit sur la semaine prochaine. Si, peut-être que vous serez là tous les deux. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que lundi, il n'y aura pas de CQFR, mais il y aura un Voilà. podcast. Donc, voilà. Ok, le reste, on le découvrira au fur et à mesure. Vous le découvrirez au fur et à mesure, en même temps que nous. C'est ça. Voilà, je veux pas dire. Faut que j'arrête de faire des annonces dans les CQFR parce qu'au final, j'ai pas assez d'infos. C'est le mec qui a le moins d'infos qui tente de faire des annonces. Mais en regardant les prochaines vidéos, vous aurez l'information. C'est pour ça qu'il faut être à chaque fois sur la prochaine vidéo, quoi. Donc samedi prochain, venez sur la chaîne et peut-être qu'il y aura une vidéo. On ne sait pas comment ça va se passer. Bon allez, écoutez, bon réveillon à tous, bonne fête et à très bientôt. À bientôt.